Bonjour à tous, merci d'être là. Je vais être très brève, juste pour vous expliquer rapidement le contexte de cette rencontre. Donc moi je m'appelle Claire, je travaille au sein des Filles sur le Pont qui programme le lieu depuis son ouverture en 2014. Chaque année, la recyclerie a une programmation annuelle qui suit un fil conducteur. On eût fait la COP21, enfin des sujets qui collaient avec l'actualité. Cette année, on a décidé de suivre le rythme des saisons et donc de relever 4 paris, un pari par saison, en gros. Et donc là, on est en hiver. Et l'hiver a été évocateur pour nous de solidarité, de consommation collaborative et d'économie sociale et solidaire au sens large. C'est donc dans ce cadre-là qu'on a programmé cette rencontre, qui s'appelle donc « Rencontre avec les personnes migrantes, comment passer à l'acte ». On vous remercie d'être aussi nombreux. On vous invite à suivre toutes nos activités diverses et variées et on vous souhaite une agréable soirée. Merci. Et donc je passe la parole à Barnabé, qui représente le magazine Kaizen, partenaire média de la recyclerie, qui va animer cette rencontre. Bonsoir, merci d'être aussi nombreuses et nombreux pour cette conférence. Rencontre avec les personnes migrantes, comment passer à l'acte. Ça rejoint tout à fait le dossier qu'on est en train de boucler à Kaizen et qui sortira le mois prochain, qui avait pour thème les migrants, changer de regard, changer d'accueil. On a voulu à travers ce dossier montrer d'une part la diversité que recouvre ce terme, le replacer aussi d'une certaine manière dans son histoire, dans l'histoire de nos sociétés. Je vous apprends rien en vous rappelant que la France, l'Europe, les États-Unis sont autant de pays ou de continents qui se sont construits avec des populations migrantes. L'idée, c'était donc de déconstruire un certain nombre d'imaginaires souvent galvaudés par le traitement médiatique. Et évidemment, l'autre aspect, c'était de déconstruire ce qu'on appelle la crise des migrants pour démontrer que c'est plutôt une crise de l'accueil des migrants et pas de n'importe quel accueil, plutôt l'accueil institutionnel. Parce qu'en fait, ce qu'on a constaté sur le terrain, c'est que la société française était tout à fait mobilisée, tout à fait volontaire pour aujourd'hui développer des associations, des mouvements d'accueil. Et on a ici 3 représentants qui l'incarnent tout à fait. On s'est baladé un peu partout en France. On a été à Paris, mais aussi en Lozère, à Briançon, d'où vous avez sûrement entendu parler, qui a été un peu au cœur de l'actualité ces dernières semaines avec ce qui se passait au col de l'Échelle. Voilà, et partout s'affiche cette volonté d'aider, d'accompagner et d'organiser un accueil beaucoup plus digne que ce qui a cours actuellement. Du coup, l'objet de ce débat dans son intitulé, comment passer à l'acte, on va essayer ensemble d'y répondre avec ces quelques questions. La première, comment accueillir dignement les migrants? Ensuite, quel rôle chacun et chacune peut-elle jouer à son échelle? Et puis, les questions, quelle implication ça peut avoir dans le quotidien, quel niveau d'engagement? Et donc, pour cela, on a 3 invités avec qui on va pouvoir en discuter. Ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, chacune et chacun se présente rapidement en 3-4 minutes ce que fait son association, sa structure, dans quel objectif. Et puis ensuite, on lancera un débat disons, plus orienté sur les notions de besoin et sur les pistes d'engagement concret pour le public qui est là. Voilà, alors, du coup, on peut peut-être commencer par Laetitia Lasserre, qui est cofondatrice de la Gamelle de Jaurès. Bonsoir. Et voilà, alors qu'est-ce que la Gamelle de Jaurès, qui est une association relativement récente, et qu'est-ce qu'elle fait? Alors, la Gamelle de Jaurès est une association qui fait de l'aide alimentaire. On distribue des repas dans le secteur de Pajol tous les lundis et mardis soirs, depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et puis effectivement, comme on a eu pas mal de dons l'année dernière, de dons particuliers, je le précise,
On a aussi utilisé là, depuis quelques mois cet argent pour aider d'autres associations qui notamment fait de l'hébergement aux mineurs. Donc quand ils ont 3 mineurs isolés à la rue, ils nous appellent en disant est-ce que ce soir vous pouvez nous financer 3 nuits d'hôtel, et on finance 3 nuits d'hôtel tant qu'on peut. Et comment est venue l'idée de cette association? Alors, je peux parler de ça, parce qu'effectivement, c'est assez... Enfin, voilà, je pense que du coup, vous pouvez facilement vous sentir concerné. Moi, à peu près en octobre 2016, juste avant l'évacuation avenue de Flandre, un copain sur Facebook poste un truc du genre voilà, moi ce soir, je vais, avec Va Cuire un œuf, qui est une association, je vais aller les aider à donner, à faire la distribution alimentaire ce soir. Qui vient? Donc moi, je sais pas, ce soir-là, j'avais le cœur ouvert, j'ai dit ok, j'y vais. Et donc j'y suis allée, et on s'est retrouvés donc à l'arrière du coffre d'une bagnole à sortir les œufs durs avec cette queue d'Afghans qui étaient là, qui crevaient de froid et qui avaient faim. Et ça a duré 3 quarts d'heure. On est sortis complètement sonnés de ça. Et on s'est retrouvés, on était 3 amis. Et donc après, 3 choix s'offraient à nous. Le premier était de rentrer chez nous et de faire comme si on n'avait absolument rien vu et que ça n'existait pas. Le deuxième aurait été s'engager auprès d'associations existantes. Et en fait, on a très très rapidement constaté qu'il y avait énormément d'acteurs sur le terrain, mais qu'en fait, il n'y en avait quand même pas suffisamment. Et on s'est dit, bon bah voilà, on va essayer... Est-ce qu'avec notre réseau de potes, on peut réussir à faire quelque chose? Donc ça a commencé en fait par un appel sur Facebook. Voilà. Enfin, on s'est tout de suite dit, allez, on trouve un nom et tout, parce qu'on trouvait ça... Et donc on a fait une page Facebook et on a partagé à nos amis. On a dit, voilà, qui vient mardi... Enfin, au départ, on était orientés toutes les semaines. On disait, il faut aller là, à cette heure-là, parce que là, ce soir-là, il n'y a pas d'association. Donc toutes les semaines, on faisait un appel. Et très rapidement, on s'est rendu compte que finalement, beaucoup de notre entourage. Moi, j'ai des copains que je n'avais pas vus depuis 20 ans, avec qui je suis amie virtuelle sur Facebook, et qui tout d'un coup se sont manifestés. En fait, ce qui s'est très vite dégagé, c'était que finalement, beaucoup de gens avaient envie d'aider, mais ne savaient pas du tout comment faire. Et là, tout d'un coup, on proposait un truc simple, c'est-à-dire on disait aux gens, allez cuire des œufs durs, on a besoin, voilà, qui peut venir avec des pâtes à la tomate et 3 louches, et en fait, ça commence. Enfin, voilà. On y reviendra. C'est donc la preuve qu'on peut partir d'absolument rien. Ouais. David Robert, vous êtes directeur adjoint de Singa. Alors j'imagine que peut-être des gens connaissent un peu Singa, parce que c'est une association qui est... Qui c'est qui connaît Singa déjà dans la salle? Pas tant que ça. Eh ben justement, présentez-nous Singa, qui fait plusieurs choses, alors moi je le dis en tant que journaliste, qu'on avait beaucoup vu sur la question du logement, mais vous me disiez justement avant qu'on commence qu'il ne fallait pas réduire Singa à la seule question de l'accueil. Donc que fait Singa? Singa, c'est un mouvement citoyen qui s'est créé il y a un peu plus de 5 ans et qui vise à créer du lien entre les nouveaux arrivants et leur société d'accueil. Créer du lien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le fondateur de Singa, Nathanaël, Guillaume bossait chez Amnesty au Maroc ou en Australie, il y avait un nouvel arrivant qui venait le voir et qui lui disait voilà, je suis plombier, je cherche un boulot, est-ce que tu peux m'aider? Il disait non, je peux écrire un rapport sur la situation des droits de l'homme dans ton pays, mais alors en revanche, ça, te trouver un boulot, c'est pas dans mes cordes. Singa est né de ce constat qui consiste à dire manifestement, il y a un problème entre les besoins et l'offre d'aide qui est faite. Né d'un deuxième constat, c'est qu'il y a le HCR qui a fait une étude en 2013 qui disait qu'il y avait 12% des réfugiés statutaires qui connaissaient plus d'une personne en France. Voilà, ça vous donne une idée un peu de la réalité du capital social des nouveaux arrivants. On dit nouveaux arrivants parce que comme ça recouvre les demandeurs d'asile, les réfugiés statutaires, protection subsidiaire. Créer du lien, comment on s'y prend? Avec des choses toutes simples. De la même manière qu'on peut démarrer, comme l'a raconté Laetitia, avec pas beaucoup de choses, on démarre avec ce que nous on a appelé le programme Buddy. Ça veut dire qu'on a 2 heures par semaine. Moi je suis journaliste, électromécanicien, chauffeur, mais j'ai une passion, un talent, et j'ai envie pendant 2 heures par semaine, parce que après le bouclage, quand on est journaliste on est tranquille, parce que quand on a fini le service, quand on est chauffeur on est tranquille, d'aller discuter avec quelqu'un d'autre. Et donc on se met à discuter. Moi avant de travailler chez Singa, j'étais journaliste pendant de nombreuses années. Et j'ai rencontré un journaliste iranien qui ne parlait pas un mot de français et qui me disait « J'aimerais bien travailler à terme en France ». Alors à raison de 1 heure par-ci, 1 heure par-là, on a fini par devenir copains. Et donc on crée des affinités artificielles,
pour qu'elles deviennent des amitiés authentiques. C'est ça un petit peu le brief de Singa. Et puis on s'est dit que ça marchait quand même pas mal, donc on allait créer un peu le stade supérieur de l'accueil. On a créé un nouvel outil qui s'appelait Calme, ça veut dire comme à la maison, calme. Et là le principe c'est qu'on demande aux gens qui ont une chambre d'amis à mettre à disposition, d'accueillir chez eux, mais à long terme quelqu'un. Mais on pose des conditions, on dit vous vous occupez pas du travail social, parce que ça il y a des associations exceptionnelles qui font ça beaucoup mieux que vous, et beaucoup mieux que nous. Vous allez parler projet professionnel et vous allez parler français. Et vous êtes infirmière? Très bien. On va vous trouver quelqu'un qui a fait des études d'infirmière ou qui veut travailler dans la santé, ou quelqu'un qui a été infirmier dans son pays. Vous êtes prof? On va vous trouver quelqu'un comme ça. Et en faisant correspondre le projet professionnel de l'accueilli, projet professionnel c'est large, c'est trouver un petit boulot pour gagner de l'argent, c'est reprendre des études, ou c'est carrément monter sa boîte dans certains cas. En faisant correspondre le projet professionnel de l'accueilli avec le secteur de l'accueillant, expertise, expérience, on arrive à des choses incroyables. Sur des tout petits échantillons, parce qu'aujourd'hui les gens qui ont une chambre d'amis à Paris à donner, il n'y en a pas énormément, il y a des petits problèmes de loyer. Il y a combien de personnes dans la salle qui ont une chambre d'amis dans laquelle ils pourraient accueillir, en respectant son intimité, un nouvel arrivant? Voilà, merci. Une là-bas. Ok. Il y a combien de personnes qui ont déjà vécu à l'étranger, s'il vous plaît, dans la salle? Voilà. Donc en fait, vous savez ce que c'est d'arriver dans un pays où vous connaissez personne, dont vous ne maîtrisez ni la langue ni les codes culturels. Et bien, au sortir de Calme, on multiplie à peu près l'employabilité des personnes par 4, leur capacité à trouver un logement autonome par 6. Il y a 3 personnes sur 10 qui reprennent des études. Voilà. Programme Buddy, programme Calme. Ensuite, on a monté des ateliers, on va au musée, au théâtre, on fait des tas de choses culturelles. Le deal, c'est on ne fait pas 100% de nouveaux arrivants, c'est 50-50. Il faut que les nouveaux arrivants soient les premiers à organiser leurs ateliers. Donc à chaque fois, dans le groupe qui emmène les gens au musée chez nous, il y a en gros 2 nouveaux arrivants et 2 citoyens locaux qui organisent des visites toutes les semaines. Pareil pour le théâtre. Lyon, Montpellier, Lille, Saint-Étienne, Valence, dans d'autres pays maintenant on s'est formé. Et le dernier programme qu'on a monté il y a 1 an et demi, c'est un incubateur. C'est pour les réfugiés qui veulent monter des boîtes, concrètement. Voilà. Il y en a un qui arrive avec un projet très très lointain, qui n'est pas tout à fait défini, avec un modèle économique encore indécis, et puis il y en a qui arrivent avec une boîte, clé en main, une super idée de boîte qu'ils avaient déjà dans leur pays, mais ils ne parlent pas français, ils ne connaissent pas l'environnement fiscal, ils ne connaissent pas l'environnement juridique. Donc là, c'est un incubateur classique. On les aide avec des formateurs, etc. Notre métier chez Singa, c'est trouver tous les outils pour créer du lien. Voilà. Merci. Alors vous, Bruno Morel, finalement, vous êtes peut-être l'institution la plus connue de... Non. Vous allez en tout cas nous expliquer ce que fait Emmaüs Solidarité et puis peut-être préciser aussi quelle est la différence entre Emmaüs Solidarité et Emmaüs France, parce que chacun ici doit se demander pourquoi on signale Solidarité après Emmaüs. Bien, bonsoir à tous, merci de m'avoir invité. Emmaüs Solidarité est effectivement une vieille dame qui est née en 1954, qui fait partie du mouvement Emmaüs. Vous savez, l'abbé Pierre a créé beaucoup de choses, et à ce jour, le mouvement Emmaüs, c'est 300 structures indépendantes qui interviennent toutes pour les personnes les plus exclues. Nous, Emmaüs Solidarité, notre métier, depuis plus de 70 ans, c'est la prise en charge des personnes à la rue, essentiellement en Île-de-France, au titre d'une centaine de dispositifs, maraudes, accueil des jours, centre d'hébergement. Là, c'est l'hiver, on a ouvert 300 places sur Paris la semaine dernière sur le plan grand froid. Voilà, c'est un peu, et puis c'est le métier de l'accompagnement social. Et je vous ai parlé des maraudes parce que c'est les maraudes qui ont entraîné notre implication sur le sujet des migrants, essentiellement à Paris. Les maraudeurs, au printemps 2014, commencent à nous dire qu'il y a des campements sur le territoire parisien. Donc on a fait une première mission de coordination humanitaire. On est après beaucoup intervenu lors des fameuses opérations d'évacuation, hein, 30 opérations en 18 mois. On n'en pouvait plus de ces évacuations, avec des gens qui revenaient toujours à la rue. Et puis ça a été la création de centres d'hébergement dédiés, notamment pour ceux qui ont vu un peu la presse, le fameux site Jean Carré, qui est parti d'un espèce de truc de non-droit, qui est devenu un truc plutôt digne, où il se passe des choses... Qui était un ancien lycée hôtelier à la base. Un ancien lycée hôtelier qui a été occupé, et ça on peut le comprendre, je serai à la rue, je squatterai. Mais à l'automne 2015, c'est ça? Pardon? Il est squatté à l'automne 2015 pendant quelques mois. Oui, tout à fait. Ils entrent à 100, ils en repartent à 1500. Et imaginez les conditions d'hygiène dans un bâtiment qui est un ancien lycée, où il y avait très peu de sanitaires, pas possibilité de se restaurer, etc. Et puis, comme on en avait tellement marre, on a fait un espèce de pari un peu fou, qui a été la bulle de la chapelle,
qui n'est pas très très loin d'ici. Je le dis parce que ce sujet a été un sujet un peu polémique, même si, d'abord, on n'avait pas la prétention de tout régler. Je crois qu'il faut ce genre de sujet, il faut les aborder avec beaucoup de modestie. Mais la chapelle, ça a permis de mettre à l'abri 24 000 personnes en 16 mois. Donc c'est plutôt intéressant, même si après, on pourra voir ce qui aurait pu être mieux fait ou amélioré. Et puis on a continué notre histoire, notamment avec le centre d'Ivry pour publics vulnérables, qui a là un pôle santé intégré, une école intégrée avec des professeurs volontaires de l'éducation nationale. Voilà, tout ça, c'est des belles histoires, c'est un sujet plutôt de fierté. C'est 300 salariés qui sont mobilisés là-dessus, on n'aurait rien pu faire. Et c'est là on voit qu'on est complémentaires, sans les autres acteurs associatifs et sans les bénévoles. Sur tous les sites que je vous ai cités, près de 700 bénévoles nous accompagnent quotidiennement en complément des équipes professionnelles, et je tiens vraiment à les saluer ce soir. Et aujourd'hui, au lycée Jean Carré, combien de personnes sont hébergées ? 145 hommes, essentiellement des Afghans, avec, on y reviendra tout à l'heure, avec un vrai sujet autour de la santé, mais aussi autour des animations culturelles, sportives, un jardin partagé. Enfin, il se passe de très belles choses à Jean Carré. Justement, on va continuer sur cette notion de besoin. C'est intéressant, vous insistez sur la santé. Là, on est parti de l'alimentation. Là, on voit qu'il y a une dimension d'intégration socio-culturelle assez large. Parmi les populations que vous rencontrez sur le terrain, certaines sont plus vulnérables que d'autres. Et quels sont justement ces besoins prioritaires que vous voyez émerger au quotidien ? Alors, d'abord, les migrants, c'est marrant parce que ça permet aussi des avancées positives dans la manière de prendre en charge les personnes, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et notamment, grâce à l'arrivée des migrants, c'est la première fois qu'on a dans notre pays un pôle santé dédié à un centre d'hébergement. À La Chapelle et à Ivry, il y a un pôle santé, d'ailleurs qui est co-géré avec les équipes médicales du SAMU social, de Médecins du Monde, de la Croix-Rouge. Alors, ce qu'on y fait, bilan infirmier, parce qu'il faut tout de suite pouvoir donner une première réponse. 8000 bilans infirmiers en 16 mois, 5000 consultations médicales, et surtout, parce que ça a été oublié, la prise en charge des parcours traumatiques par des consultations psy. On en est à 1000 consultations psy. Vous savez, il a fallu le vendre, ce pôle santé, parce que, évidemment, alors c'est là où on est un peu différent. Hein. Moi, je suis un affreux mec vénal qui touche des financements de l'État. Mais il a fallu négocier pied à pied avec l'État, avec l'Agence régionale de la santé, pour dire que ces personnes ont eu des parcours d'exil absolument abominables. Et le moins qu'on puisse faire, mis à part la réponse aux besoins vitaux, alimentation, hygiène, vestiaire, etc., c'est de pouvoir leur donner accès à des médecins. Et voilà, une des avancées positives de la prise en charge des migrants, ça a été cette réponse santé. Qui était intégrée dès le début, dès l'origine du projet. Nous, on a dit on ouvrira la chapelle que s'il y a un pôle santé avec des professionnels et des partenariats. Partenariat avec les permanences d'accès aux soins santé, partenariat avec les hôpitaux, partenariat avec l'ophtalmo, avec dentaire, avec tout ce dont on a besoin, nous. Est-ce que chacun voit ce qu'est la chapelle dont on parle? C'est un CAO, enfin Bruno, vous allez le... C'est pas un CAO. C'est pas un CAO, pardon, c'est un... Alors c'est un centre de premier accueil. Pourquoi on a créé la chapelle? Parce que, c'est ce que je disais, les opérations d'évacuation, vous voyez bien que les campements se reconstituaient et l'État laissait dans des conditions indignes les migrants à la rue, le temps de pouvoir mobiliser des places d'orientation vers les centres d'accueil ou d'orientation, vers les centres d'hébergement de migrants. Nous, on a dit il faut créer un dispositif de premier accueil. Quelqu'un arrive pour la première fois à Paris, il doit avoir une porte qui doit s'ouvrir. Sous forme, il y a donc, c'est comme un accueil de jour, avec des places d'hébergement dédiées, le temps qu'on trouve une orientation. 400 places hommes à la chapelle, 400 places femmes et familles à Ivry, avec un vestiaire et avec ce pôle santé à Ivry et à la chapelle, plus l'école intégrée à Ivry. Donc c'est vraiment le premier accueil et la plateforme d'orientation.
Laetitia, vous êtes partie sur le volet plutôt alimentaire. Hein. C'est quand même une sacrée gageure de fournir de l'alimentation et de fournir de la nourriture tous les jours. Comment on fait concrètement au quotidien? Alors, on a beaucoup appris des associations qu'on a rencontrées sur le terrain, notamment au départ, en fait, on a commencé avec une table de camping. On arrivait avec notre marmite. On n'était pas du tout organisé, effectivement. Puis même toute la gestion des gens qui arrivaient pour manger. Enfin, ça a été au départ, on s'est fait un peu dépasser. On s'est rendu compte que parfois on n'avait pas assez à manger. Donc ça a été ou parfois on avait trop à manger parce qu'on arrivait avec notre table tout fier et puis en fait il n'y a que 5 personnes qui arrivaient alors qu'on avait à manger pour 40 personnes. Donc on s'est retrouvés plusieurs fois aller devant la bulle à l'époque pour terminer en ouvrant la voiture pour finir ce qu'on avait à ceux qui attendaient à l'époque quand ils faisaient la queue. Je crois qu'il faudra qu'on explique ça parce que c'est incompréhensible pour le grand public. Pourquoi il y a une bulle à la Chapelle qui devrait tout absorber et pourquoi il y a des associations qui continuaient à alimenter et à chercher des solutions. Donc, je laisse finir, après j'expliquerai. Et donc, du coup, on a rencontré pas mal d'associations. Et puis, c'est vrai que nous, on avait zéro expérience en la matière. Et on a vraiment appris, parce que ça nécessitait une organisation. On a racheté des tables. On a compris qu'il fallait faire une queue. Enfin, je parle vraiment de détails très concrets. Mais c'est vrai qu'on a eu nos premières distributions qui se sont passées en janvier l'année dernière. Il faisait très, très froid. En plus, il n'y avait que mes copines au départ. Donc, il n'y avait que des filles. Et c'est vrai qu'il y a eu 1 ou 2 fois où... En plus, il n'y a jamais eu aucun problème avec eux, avec les migrants. Ils sont d'une dignité, d'une gentillesse. Mais voilà, quand ils ont faim, il faut que ça aille vite. Après, il y a forcément, parce qu'on nourrit les migrants, mais on nourrit aussi les SDF du coin, les toxicos qui sont là. Donc effectivement, et en général, les problèmes qu'on a eus, c'était avec des gens qui étaient plus alcoolisés ou sous effet de la drogue. Et c'est les seules fois où on a eu un peu peur. Mais effectivement, on s'est rendu compte que c'était très important d'être organisé. C'est pour ça on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'être un minimum de bénévoles pour que ça fonctionne bien. C'est ça, aujourd'hui, vous êtes combien concrètement? Là, par exemple, ils y sont. Là, je ne sais pas quelle heure il est, mais ils sont en train de s'installer. On tourne bien à 10 bénévoles par soir. Donc tous les lundis et tous les mardis soirs, il y a au moins 10 personnes qui doivent être là. Toujours au même endroit? Alors, toujours au même endroit. Avant, tout le matériel était dans ma voiture, donc moi, je devais être présente à chaque fois. Et on a finalement notre matériel est hébergé quelque part, ce qui permet que ça s'autonomise un petit peu. Et donc, notre idée était d'offrir un repas à peu près complet, avec un plat chaud. On a des œufs durs, des fruits, de l'eau, des petits gâteaux, on fait du thé. Et puis surtout, en fait, après, on s'est rendu compte que c'était important, le lien, ce dont tu parlais. Qu'effectivement, alors il y a la barrière de la langue, hein, parce qu'ils parlent principalement anglais ou arabe, et donc on a quelques maintenant personnes qu'on connaît qui nous aident à traduire, mais que finalement ces moments, une fois qu'ils avaient leur repas et qu'ils s'asseyaient, c'était important qu'on ait des bénévoles disponibles pour aller discuter avec eux, ça va. Puis alors du coup c'est là où on commence à avoir quelques briefs d'informations sur leur état, c'est-à-dire j'ai un peu mal à la tête, ou oui ce soir, puis alors il y en a qui sont effectivement au mois de novembre encore en tongs. Donc on s'est rendu compte que, par exemple, faire de distribuer des vêtements, parce qu'au départ, tous nos amis ont dit « Attends, je t'apporte les vêtements de ma grand-mère qu'elle veut plus ». Donc on s'est retrouvé avec des sacs de fringues et on s'est dit « Ah oui, on prenait tout au départ ». Et en fait, on s'est, pareil, retrouvé confronté à des bagarres parce qu'on avait juste un pull à donner. Donc je veux aussi parler de ça, du fait qu'il faut... un besoin, on fait surgir d'autres. On fait surgir d'autres et qu'en fait, on ne peut pas, et nous ne sommes pas compétents dans tous les domaines. On a eu, on ne peut pas fournir, par exemple, des vêtements parce que ils veulent un pantalon à leur taille. Donc, on est dans le noir, on est dans la rue. Hein, la distribution se passe évidemment dans la rue. Et donc maintenant, on sait vers qui les orienter, mais on peut pas s'empêcher quand on a effectivement un pull chaud de le filer au gars qui est grelottant de froid, et donc discrètement on le donne pour pas qu'ils se prennent les 50 autres derrière qui ont un peu moins froid. Enfin. C'est vrai que c'est compliqué, quoi. Et comment, justement, vous interagissez entre vous? C'est ce que je disais. Ce qui est fou, c'est que moi, j'ai appris... Bon, évidemment, Emmaüs, je connaissais, mais je ne connaissais pas... j'ai appris la connaissance de Singa très récemment. Et on a fait ce constat-là, c'est que les associations entre elles, finalement, communiquaient peu. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, et ce qu'on continue de faire, on essaye une fois tous les 3 mois de rassembler les associations qui agissent dans notre secteur, donc les petits déj de Flandre...
Enfin, on a plein d'associations et on essaie de se voir, mais ne serait-ce que pour partager la méthodologie des distributions, puis aussi de partager... moi, je n'ai aucune expertise politique ou sur les chemins administratifs. Donc, j'avais besoin. Donc, Paris d'Exil, par exemple, nous a formés, mais en même temps, nous a formés il y a 4 mois. Ça n'a plus du tout. C'est déjà différent. Enfin, et donc, on s'est dit, OK, c'est pas notre job. Et là, je voulais juste parler de cette expérience qui a été assez éprouvante pour nous. C'est que j'ai une de mes amies qui a pu loger une famille qu'on avait retrouvée, une famille... Enfin, nous, on n'a que des hommes, hein, principalement, et on a à un moment vu une famille avec 3 petits-enfants, qui s'est retrouvée à la rue, et notre copine, c'était des Béninois, et donc notre copine a dit, OK, moi j'ai une petite maison, là, pendant 4 mois dispo, elle les a hébergés, mais c'est vrai qu'on avait, pour cette famille-là, beaucoup de gens de l'association qui étaient prêts à les aider dans les démarches administratives. Donc, OK, ça s'est bien passé, et puis, donc, ils allaient avoir leur rendez-vous, et ils ont disparu. On les a logés, on a fait une cagnotte pour eux, on avait, je sais pas, presque 5 000 €, on leur faisait leurs courses, on avait quelqu'un qui venait leur tenir compagnie, qui allait jouer avec les enfants, on s'y est tous mis à fond, et un jour, ils ont disparu. Donc déjà, ça a été OK, ne le prenons pas personnellement, enfin, et forcément, il y en a certains qui étaient hyper déçus, contre eux, enfin, voilà, on peut pas juger. Bon. Et donc, OK, elle a disparu, voilà. Une deuxième famille afghane sur les réseaux sociaux qui peut héberger. Il y a cette famille qui attend devant le centre, elle est toute seule. Et donc nous on se dit, bon, bah, il y a toujours la place chez ma copine. On est tagué par un groupe qui dit, voilà, la gamelle de Jaurès, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? On est tagué, hop, on organise le truc, on met la famille chez ma copine. Sauf que là, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas du tout la solidarité. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, personne de notre assoce s'en est vraiment occupé. Enfin, le cofondateur... on faisait les courses, mais on n'a pas du tout fait le suivi. Et du coup, ma copine qui hébergeait, elle était hyper en colère. Elle me dit, vous mettez une famille chez moi, là, mais en fait, les gars, qu'est-ce que je fais, moi? C'est-à-dire que qui va... Enfin, elle s'était engagée à les loger, mais pas du tout à s'occuper d'eux. Elle se retrouvait à aller acheter les clopes du papa, à aller à la pharmacie parce qu'ils étaient cloîtrés chez eux. Et en fait, ça a été une vraie leçon, mais ça a été hyper dur parce que... en fait, c'est horrible d'être confronté à ça. On aimerait tellement faire plus. Mais en fait, là, ça m'a appris qu'on a notre domaine de compétences et il faut y rester. Et puis peut-être que dans 3 ans, on sera hyper compétent dans l'accompagnement administratif des migrants. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est très frustrant. C'est hyper frustrant. Donc finalement, on a réussi à trouver une solution pour que cette famille s'en aille. Parce qu'en fait, il a fallu la mettre à la rue, cette famille. La remettre à la rue. Et enfin bon, ça a été quand même, voilà, on est confronté à ça, alors que bon, et je voulais juste aussi préciser que on est tous bénévoles, moi la première, moi je suis instit à plein temps, là je suis sortie de l'école, hop, pour être là, et on se rend compte qu'on aimerait, enfin, que finalement il y a beaucoup de gens qui veulent faire, qu'on pourrait soulever des montagnes. Moi c'est vrai que dès que j'ai le temps de passer un petit coup de fil à fond, il y a une entreprise, je peux pas la citer, mais qui m'a ouvert ses entrepôts. J'ai été récolter tous les invendus que j'ai pu distribuer après, mais c'est juste qu'on n'a pas le temps de le faire. Et on a besoin en fait de monde pour nous, enfin voilà, qui ont 1 heure, 2 heures disponibles, parce que c'est quand même un engagement et un boulot de fou, quoi. Et peut-être d'une organisation à plus grande échelle, on le verra peut-être par la suite, c'est ce que ça pointe aussi comme témoignage. David, à votre échelle... Ce témoignage de Laetitia est intéressant à plein d'égards en fait. Elle est intéressante sur le rôle du bénévole, sur la réalité de ce qu'on peut faire au quotidien, sur la séparation qui a été faite, plus ou moins consciemment ou inconsciemment, par l'État d'une part et par les associations ensuite. Chez nous, on n'utilise même pas le terme de bénévole et même pas le terme de bénéficiaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, être bénévole, c'est très très difficile, ça suppose un certain nombre d'engagements qui, s'ils ne sont pas remplis, mettent en péril l'intégralité de la mission. Alors on triche un peu parce qu'on a quelques super bénévoles. Ça veut dire des gens qui font un boulot de salarié mais qui ne sont pas payés, concrètement. Mais hormis ces super bénévoles, on n'a que des membres. Alors ça fait un peu secte, on assume. On a des membres. Mais c'est quoi des membres? Ça veut dire qu'ils viennent 3 fois de suite, 2 heures, 3 jours de suite, et puis après ils ne reviennent plus pendant 2 mois, parce qu'ils sont en voyage ou autre. On ne peut pas tout faire exactement comme disait Laetitia, donc il y a un certain nombre de choses qu'on est absolument incapable de faire. Héberger 24 000 personnes en 1 an et demi, ce n'est pas tout à fait dans nos cordes aujourd'hui. Mais on a plus de 25 000 membres dans notre communauté. Mais c'est anecdotique.
Un membre, c'est quelqu'un qui a donné une fois 1 heure. C'est rien. Sauf que quand on donne une fois 1 heure sur son domaine de compétence et sur sa possibilité, nous, on essaye d'inventer les outils pour que n'importe qui a envie de donner une fois 1 heure, on lui trouve une réelle utilité. Et la plupart du temps, son utilité, exactement comme vient de l'illustrer Laetitia, c'est pas aller distribuer un repas si elle n'en a pas l'expérience. Si elle en a l'expérience, c'est autre chose. Mais le temps de former les bénévoles, c'est très complexe. Donc nous, on décide que les bénévoles, au lieu de passer beaucoup de temps à les former, on va plutôt les utiliser là où ils sont bons. Donc on ne peut pas tout faire. C'est une certitude. Mais au moins, si n'importe qui vient, on lui trouve quelque chose à faire tout de suite. Je vais vous donner, pour donner une autre image un petit peu de ce que vient de dire Laetitia. Moi, quand j'ai commencé chez Singa il y a un peu plus de 3 ans, je travaillais dans le domaine culturel, j'organisais des visites au musée. Je pense que Bruno l'a déjà entendu cette histoire 16 fois, pardon. Très bien, très bien. Après je ferai cricket. Vas-y. On faisait des visites au musée. Alors c'était cool, voilà, on avait un qui parlait arabe, un qui parlait anglais, un qui parlait en français. Puis on faisait des visites un peu didactiques, un peu chiantes, où on racontait un petit peu, alors voilà l'histoire de l'art, tac, tac, tac. Puis on traînait, quoi, et puis c'était bien, puis ça durait 2 heures, 3 heures. Moi j'en avais plein les pattes, mais tout le monde était motivé pour continuer. On me dit, oh, c'est quand même génial, ils sont super motivés. Et alors pourquoi vous êtes motivés pour aller au musée? 3 réponses. 1, parce que vous êtes sympa, parce qu'en fait on discute et on parle d'autre chose que des problèmes. Première réponse systématique. 2, parce qu'il fait chaud. Parce qu'en fait, il y a des mecs qui venaient prendre des cours d'histoire de l'art avec nous, mais ils dormaient dans la rue. Et ça, dans notre petit cerveau, ça ne marche pas ensemble. Nous, on dit, ah ben non, le mec, il vient au musée déjà, donc déjà, c'est un privilégié. Non, non. Le mec, il dormait dans la rue, mais en fait, il venait passer 3 heures avec nous au musée parce que c'était bien. Et 3, parce que généralement, on paye un café à la sortie. Et bien ça, une fois qu'on a compris ça, quand on a discuté avec 200, 300, 1000 personnes qui vont au musée, au théâtre ou n'importe où, alors qu'ils dorment dans la rue, ça fait réfléchir aux besoins de capital social. Alors, on n'a pas de solution d'hébergement. Nous, on fait de l'accueil. C'est du cousu humain, un accueil calme où on prend quelqu'un qui a fait des études d'infirmier et qu'on lui trouve quelqu'un qui travaille dans le secteur médico-social. Avant de pouvoir extrapoler ça sur des populations de 10 000, 15 000, 20 000 personnes, il va se passer beaucoup de temps. Mais en revanche, ce qui est fou, c'est qu'à toute petite échelle, ça marche. Donc, l'ambition de Singa, c'est de continuer à accroître, d'avoir pas 25 000, mais plutôt 100 000 personnes dans la communauté. Et c'est les outils qui marchent à petite échelle, de les développer à grande échelle. Bruno? Ouais, alors pourquoi ce bordel? Parce qu'en fait, c'est un bordel. Pourquoi il y a Singa? Pourquoi il y a distribution alimentaire? Pourquoi il y a Emmaüs? Et il n'y a pas que nous, hein, il y a plein d'autres associations, Aurore, Fondation Armée du Salut, Croix-Rouge, etc. Premier élément, et je vais me faire plaisir, le grand reproche qu'on a fait sur l'ouverture de sites dédiés ou de dispositifs dédiés, c'est attention, il ne faut surtout pas faire ça, il va y avoir un effet appel d'air. Ça, c'était le message du ministère de l'Intérieur. Je le dis, on a des Parisiens, avant la Chapelle, entre 80 et 100 arrivées par jour, on est strictement au même niveau. Les gens, ils ne viennent pas à Paris parce qu'il y a Singa, parce qu'il y a une distribution alimentaire ou parce qu'il y a la bulle. Ils viennent parce qu'ils fuient des drames. Après tout l'enjeu, il y a à la fois un enjeu de coordination de l'État des dispositifs. C'est très marrant qu'on n'arrive pas à se voir autrement que dans des colloques. Hein. Ce qui serait très très bien, c'est qu'on arrive à avoir une espèce de comité de pilotage général entre tous les acteurs. Maintenant, pourquoi elle distribue de la bouffe? Désolé, hein. Alors que moi aussi j'en distribue. Normalement, si je faisais bien mon boulot, il n'y aurait pas besoin de mobilisation citoyenne. C'est simplement un problème de fluidité et de place d'aval. Si on crée un dispositif de premier accueil, il faut que derrière, on ait un système vertueux qui permette d'orienter France entière les migrants vers des dispositifs adaptés. Nous, quand on avait ouvert la Chapelle, on avait dit qu'il faudrait entre 400 et 500 orientations par semaine. Et là, du coup, tu n'avais plus besoin de bosser. Enfin, moins. En tout cas, ça absorbait les arrivées. Sauf que l'État a été en dents de scie sur les orientations. Et il y a eu des semaines où on avait 150 orientations. Donc, il y a eu des effets de stock qui se sont faits et des campements qui se sont reconstitués. Là, en ce moment, à Paris, les différents campements, ils sont à peu près 2000. Deuxième piste que l'État aurait pu faire, c'est ce qu'on a fait à la Chapelle, il fallait le faire France entière. Il fallait faire des dispositifs de premier accueil sur toute la route migratoire interne. C'est stupide
de voir des gens qui passent par 26 000, qui remontent à Paris et qu'on va réorienter en PACA. On aurait fait La Chapelle, alors je vais me faire plaisir, à Nice, à Lyon, à Strasbourg et près de Lille, et suite Paris. Maintenant, il faudra en faire un vers Toulouse. On aurait pu beaucoup mieux régler les problèmes. Donc vous êtes en train de dire que l'État ne prend pas la juste mesure du problème ? Alors l'État, sur ce sujet-là, C'est plus qu'une question de juste mesure. Je pense qu'on est d'accord sur un point avec Bruno, sans doute avec Laetitia. C'est que l'État prend la juste mesure de ce qu'il ne considère que comme un problème. Non, et surtout, il intervient, comme tous les sujets des publics à la rue, il intervient en fonction de la pression de l'actualité ou de la pression du climat. C'est les deux sujets qui font réagir l'État. Après, on avait un État, alors je ne vais pas... il y a encore 8 mois, on avait un État qui travaillait en interministérialité sur le sujet. Il y avait un ministère du Logement et un ministère de l'Intérieur qui travaillaient ensemble. Là, pour l'instant, tout est dans les mains de Collomb, le ministre. Qui est le ministre de la Cohésion des Territoires ? C'est un monsieur qui s'appelle Jacques Mézard, qui a un secrétaire d'État qui s'appelle Julien de Normandie. Vous savez, c'est le fameux monsieur qui dit qu'il y a 50 SDF en Ile-de-France. Mais sur le sujet des migrants, on ne les entend pas, parce que tout a été repris sous une forme, je vais dire, un peu restrictive, aux mains du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est un vrai sujet. Après, l'État a toujours une tendance à cloisonner et à choisir ses opérateurs. Nous, on a un opérateur un peu institutionnel. Et qu'est-ce qu'elle vient nous emmerder, celle-là, avec ces distributions de bouffe au cul des camions, pardon. Mais bon, voilà, c'est tout ça. Et je pense qu'on aurait à y gagner sur une meilleure coordination entre nous et surtout sur une meilleure communication, ce qu'on fait. Parce que là, ce qu'on n'aborde pas, et je suis désolé de changer le sujet, mais là, on est dans une salle conquise et dans une ville plutôt conquise. Ce qu'il faut voir, c'est ce qui se passe dans d'autres villes et ce qu'on a connu sur l'accueil des migrants. Nous, on a eu un site qui a été incendié. Je peux vous dire que ça fait du mal et il faut impérativement qu'on explique ce que font les associations pour casser les fantasmes fachos ou autres. Je me suis fait plaisir. Ou à Lyon, dont vient notre ministre de l'Intérieur, qui fermait les fontaines dans les jardins publics. Par exemple, et qui dit aux associations, mesdames et messieurs, à Grande-Sainte, allez exercer vos talents ailleurs. Non, c'est vrai que moi, je voulais juste dire qu'effectivement, nous, je peux juste parler vraiment de l'expérience de terrain. C'est vrai que quand l'hiver dernier, alors effectivement, on était sur une petite place Pajol. Effectivement, je comprends que ce soit difficile pour les riverains, où il y avait tous les soirs, après... les mecs dorment dans les halls, en bas de chez eux. Donc vraiment, j'habite pas dans le coin. Moi, après, je rentre chez moi peinard. C'est sûr que je vis pas ça au quotidien. Donc je comprends que ce soit difficile. Donc nous, on a passé beaucoup de temps avec les riverains pour leur expliquer. On passait le balai après, etc. On a essayé vraiment. Et donc ça s'est un petit peu calmé, mais on s'est fait insulter. Effectivement, tu parlais de ça sur Facebook. Du coup, on a fermé le groupe maintenant parce que des gens... nous traitaient de gros connards parce qu'on incitait finalement les gars à rester dans le quartier. Nous, ce qui a été dur aussi, c'est de constater... Alors, ça ne s'est pas fait tout de suite, je ne pourrais pas vraiment dire à quelle période, mais il y a eu un moment où les CR... nous, on arrivait à nos distribs et on voyait les mecs qui n'avaient plus de matelas sur lesquels ils dormaient. Nous, on avait fourni des sacs de couchage qui leur avaient été enlevés pendant la nuit. Ils se font prendre leurs affaires et c'était vraiment quand même principalement... ce qu'ils disaient par des descentes de police qui intervenaient. Nous, c'est ça qu'on a constaté. Sauf qu'à un moment, on ne comprend pas. De toute façon, les gars, ils sont là à la rue. C'est-à-dire qu'autant qu'ils soient là à la rue avec un sac de couchage, et on se doute bien que les gars, ils ne vont pas faire machine arrière et faire tout le chemin inverse parce qu'on leur a pris leur matelas et leur sac de couchage. C'est vrai que ça, c'était quand même assez difficile. Voilà. Alors après, non, voilà. Alors après, comment passer à l'acte ? Parce que je reviens un petit peu sur l'objet de notre débat et le public là a peut-être envie de s'engager. Quel conseil, quel besoin aussi d'une certaine manière vous avez-vous qui peut inviter chacun et chacune à s'engager ? Alors, d'abord des besoins, on en a tous. Alors moi je vais évoquer le bénévolat. Moi j'ai besoin de traducteurs, j'ai besoin de personnes qui accompagnent, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, comment passer à l'acte, c'est aussi avoir un certain courage politique.
Et je regrette quand même que le précédent gouvernement n'ait pas osé afficher ce qu'il faisait. Les choses ont été plutôt faites d'une manière un peu cachée, parce qu'on était une veille d'élection compliquée, et on voulait surtout pas, on nous disait toujours, vous allez faire le lit du Front National. Je pense qu'il faut assumer les politiques qu'on fait. Maintenant, on en parlait tout à l'heure, quand on fait la différence avec ce qu'a fait l'Allemagne et ce que fait la France. Moi, je vous l'ai dit, nous, on fait quelque chose sous la pression de l'actualité et des crises. L'Allemagne a pris une loi en disant, voilà, on est face à un contexte, on va en accueillir tant, on va le répartir par land. Et puis, un sujet qu'on a peu encore abordé, c'est qu'on va donner les moyens aux personnes, dès leur arrivée, d'un projet d'intégration. Ça veut dire cours d'allemand, ça veut dire travailler un projet professionnel, c'est ce que disait notre ami. Voilà, tout ça a été pris dès le départ. En France, par exemple, le sujet des cours de français ne va être intégré qu'à partir du moment où la personne aura un statut. Auparavant, dans tous nos centres, on bricole avec du bénévolat. Non pas que les bénévoles ne sont pas bons, mais c'est quelques heures. Et on va commencer à avoir des cours financés par l'OFI à partir du moment où la personne aura un statut. Avant, point de salut. Donc, il va effectivement se passer énormément de temps. On pourra aussi travailler sur... Moi, j'étais très sensible sur ce que tu disais, sur tous les... repérer les talents et les parcours professionnels des personnes. Je viens d'Afghanistan, j'ai été prof, j'ai été médecin. Ben, mon gars, tu as un talent et peut-être qu'on peut tout de suite t'aider là-dessus, sur la reconnaissance de ton diplôme, sur la recherche de stage, etc. Ça, on ne le fait pas du tout. Le volet professionnel, on l'intégrera qu'à la fin. Donc, effectivement, on est en retard, on n'est pas sur une démarche globale. Ben, c'est précisément ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes simples. Quand on veut monter une boîte, il faut un permis de travail. Pour monter un permis de travail, il faut être réfugié statutaire. Voilà. Donc, en fait, l'incubateur, il est pour les réfugiés statutaires. Mais tout le reste de ce qu'on fait, c'est ouvert à tout le monde. Et quand un demandeur d'asile arrive sur le territoire français, on ne lui demande pas ses papiers pour aller au musée. On ne lui demande pas ses papiers pour aller au théâtre, pour discuter, pour boire un café avec quelqu'un. Et donc, en fait, chez nous, c'est pas compliqué, ça tient sur les doigts d'une main. Vous avez 2 heures par semaine, vous venez. Vous remplissez un petit questionnaire de Proust, vous nous dites, vous aimez le Scrabble, le macramé et aller courir le dimanche matin, on va vous trouver quelqu'un, sans mentir, il aime le Scrabble, le macramé et en plus, il aime courir le dimanche matin. Incroyable. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, vous avez une chambre d'amis. Apparemment, pas beaucoup, à part une personne qui levait la main. On va trouver. Troisièmement, vous avez des compétences professionnelles. Vous avez envie de voir des gens qui font à peu près le même métier que vous ou qui veulent monter une boîte dans votre domaine. Vous venez, vous dites, voilà ce que je sais faire. Et nous, on vous dit, vous allez rencontrer Yasser qui veut monter une appli de traduction parce que les dictionnaires Google en kurde sont absolument terribles. Mais en revanche, il n'y connaît rien en informatique, mais il était linguiste. Vous allez l'aider. Et qu'est-ce qui manque? Et puis sinon, vous pouvez donner de l'argent aussi, ça marche très très bien. Un peu comme les... Oui, alors... nous, ce dont on a besoin, c'est de bénévoles parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a des gens qui vont venir toutes les semaines à fond pendant 1 mois et demi et puis à un moment, on s'essouffle, on s'est tous essoufflés et en fait, ce dont on a besoin, c'est de gens de roulement entre les bénévoles. Moi, tous les dimanches soirs et les lundis matins, là encore ce matin, j'ai un doodle, hein, c'est moi qui publie sur la page Facebook, je regarde, je vois qu'il n'y a que 3 personnes qui peuvent assurer la distribution. Et tous les lundis matins, je me dis, est-ce qu'on va pouvoir la faire? Et pour le moment, on n'a raté aucune distribution. On a pu ouvrir un 2e soir, donc maintenant, c'est tous les lundis, tous les mardis. Donc, on a besoin de bénévoles qui viennent une fois tous les 2 mois. Moi, je dis surtout, ne vous essoufflez pas, ne venez pas tout le temps. Voilà. Nous, on avait rencontré une association qui s'appelait Speranza, peut-être que vous connaissez sur le terrain, qui sont ultra organisés. Ils ont des gilets. Bon, nous, maintenant, on a aussi des gilets. On a piqué plein d'idées, ils ont été super. Et ils m'ont dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Ça faisait genre 3 semaines qu'on faisait des distributions. Ils m'ont dit, vous savez, là, vous avez l'impression de faire un sprint, mais en fait, c'est une course de fond que vous faites. Et c'est vraiment ce qu'on constate, quoi. Après plus d'1 an d'existence, là, voilà, il y a des gens, on les voit plus du tout. C'est des très bons amis. En fait, ils se sont essoufflés. Et donc, on a besoin que les bénévoles se renouvellent. On a besoin de gens qui cuisinent.
3-4 personnes qui, dans leur marmite, font un plat à base de semoule, etc. On a besoin de faire de gens qui cuisinent, sinon on leur fait des sandwichs, mais notre marque de fabrique, c'est de la cuisine. Mais on peut aussi juste faire des œufs durs ou juste venir aider. Et c'était assez intéressant de voir autour de moi l'engagement. Il y en a qui m'ont pas du tout, qui savaient très bien dans quoi j'étais engagée, qui ne m'en ont toujours pas soufflé un mot. On sent que ça les met un peu mal à l'aise et qu'en même temps, ils sont contents qu'il y ait quand même des gens qui s'en occupent, mais pour eux, c'est trop engageant. Donc il y a des gens qui ont tout de suite dit, moi, les distributions, ça m'intéresse pas, je veux héberger des gens chez moi. Et puis, voilà, il y a des copines qui ont un peu de sous, qui m'envoient des colis par Amazon de savon, parce qu'elles, c'est leur limite. En fait, chacun a sa limite d'engagement, et je respecte complètement ça. C'est-à-dire que quand même, être confronté à ça, c'est pas évident. Faut être assez ancré, solide, parce que c'est d'être face à la... Ouais. Pour vous donner une idée un peu des choses qui se passent, vous pouvez aller à Ivry ou à La Chapelle pour jeter un œil. Il fait des visites gratuites, c'est comme dans les musées. Nous, on a pas loin de 600 événements par an, à Paris, Lyon, Lille, Montpellier. Si vous allez sur singa.fr, vous avez tous les calendriers, vous allez regarder, cette semaine, il doit y avoir 4 événements. Je vous dis au pif ce qui se passe, ça va vous donner une bonne idée. Je pense que mercredi ou mercredi prochain, il doit y avoir un Singa Blabla. Alors c'est quoi? C'est une rencontre où on vient, on boit un coup, on discute, on joue aux cartes, on écoute un peu de musique, on a envie de parler, on parle, on n'a pas envie de parler, on parle pas. Il y a une réunion d'information. Ça, on a 80% de nouveaux arrivants à peu près dans le lot et 20% de citoyens locaux. On a une réunion d'info où là, on a 90% de citoyens locaux où on fait une petite formation sur l'asile. Alors voilà comment ça marche. Alors voilà, quand vous arrivez, vous demandez les papiers, l'OFPRA, la CNDA, tout ça, etc. On raconte la vie de Bruno en 4 minutes. C'est une petite performance. La vie, mon œuvre. Ensuite, on a, je pense, 2 visites au musée cette semaine, un atelier théâtre, un atelier cuisine, un atelier, voilà. C'est comme ça tous les soirs. Vous venez juste jeter un œil. Vous allez voir que ça va bien vous plaire. Si jamais vous aimez quelque chose très fort, que vous avez envie de le partager, vous montez votre atelier. Moi, c'est comme ça. J'aimais bien aller au musée, j'ai monté mon atelier musée. C'est comme ça que j'ai mis un pied dans cette boîte. Voilà. Une fois par semaine, j'envoyais 50 SMS en disant « Vous voulez venir, vous voulez venir, vous voulez venir ?» C'est à 15h, c'est à 15h, c'est à 15h. Je répétais l'adresse, etc. Au début, on était 3, puis 10, puis 15. Et aujourd'hui, on a un programme de formation avec le musée d'Orsay et le musée de l'Orangerie pour former des personnes réfugiées à devenir guides dans leur langue maternelle. Voilà, il y avait la première journée de formation vendredi, après 2 ans d'un long aboutissement de partenariat. Donc on était assez contents. Il y a une quinzaine de personnes qui ont participé. Oui, sur les activités, bien sûr, hein, je partage tout ce qui a été dit et c'est un vrai enjeu. C'est un enjeu de reconnaissance, mais c'est un enjeu d'occupation parce que bon, la vie n'est pas simple. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'ils ont besoin qu'on reconnaisse leur culture. Et là, deux belles histoires, lui aussi m'a déjà entendu la dire. Donc c'est pas grave, je radote. Les Afghans sont champions du monde de cricket. Donc on a organisé une présentation par des Afghans de La Chapelle et de Jean Carré dans un stade parisien pour des petits Parisiens, ce qu'était le cricket. Je vous rassure, j'ai toujours pas compris, mais en tout cas, ça a permis une meilleure intégration. Deuxième sujet, des trucs qu'on peut faire vachement simple. Sur la bouffe, moi, on m'envoie à Kaboul, je pense que j'aurai un problème sur la nourriture. Donc il faut qu'on reconnaisse aussi leur goût culinaire. Et là, on a beaucoup travaillé avec le musée de l'immigration, avec une structure qui s'appelle Culture et Migration, sur tout ce que l'alimentation étrangère, en termes de goût, en termes de produits, en termes d'ustensiles, a apporté. Et ça, c'est aussi un moyen de faire mieux reconnaître et de mieux accueillir. Je pense que, parce que là, on donne beaucoup, mais je ne voudrais pas qu'on oublie qu'on peut aussi recevoir de ces personnes. Et je crois que beaucoup de nos concitoyens l'ont oublié. Pas les Parisiens, mais dans certaines communes, ça a été plus compliqué. Et au lycée Jean Carré, il y a justement un très joli potager à côté où Soudanais et Afghans et Irakiens travaillent la terre, chacun avec leur méthode de culture. Ouais. Il y a ça, il y a aussi ce qu'on appelle une bibliothèque sans frontières, une Ideas Box. Bibliothèque sans frontières, Ideas Box, où en fait, à partir de tous les outils, livres, papier, outils numériques, on apprend à faire de cours de français. Un autre exemple, parce que le migrant, évidemment, est violent et violeur potentiel.
parce que j'en ai entendu parler. On a dit qu'on déconstruisait tous les fantasmes. Pardon ? ici. On a dit qu'on déconstruisait tous les fantasmes. Oui, non, mais j'ai entendu à Forges-les-Bains. Donc, autre belle histoire, l'ex-lycée Jean Carré est mitoyen avec un gros établissement scolaire. Et je suis plutôt content de savoir que les mamans de la place des Fêtes organisent les goûters d'anniversaire dans le centre migrant. Je trouve que voilà, tout ça, c'est des belles histoires sur lesquelles il faut communiquer. Il y a eu beaucoup de reportages sur la France qui accueille, la France qui rejette. J'ai toujours dit qu'il fallait communiquer sur la France qui accueille bien. Et comme ça participera à une meilleure intégration. Une fois encore, on n'est pas envahi. Oui, ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'effectivement, ce que je constate autour de moi, c'est que quand même la majorité des gens ont envie d'aider. Et qu'en fait, ce qu'on nous dit dans les médias, comme quoi la France n'a pas du tout envie d'accueillir les migrants, c'est faux. Sur le terrain, c'est complètement faux. Moi, j'aimerais que non seulement vous ayez envie d'aider, mais j'aimerais que vous ayez envie de construire avec. Nous, on ne veut pas, nous, gentils Français, aider eux, les pauvres migrants. On voudrait construire ensemble la société. En fait, pour nous, c'est que comme ça que ça va marcher. Alors oui, les situations d'urgence requièrent une posture un peu caricaturale, bénévole, bénéficiaire. C'est vrai, on le reconnaît. Et heureusement que vous faites ce boulot, sinon on ne pourrait sans doute pas faire le nôtre. Mais on ne veut pas aider, on voudrait construire avec. Et ce n'est pas un vain mot. Donc les porteurs d'ateliers chez nous, c'est des réfugiés et des Français. Des personnes réfugiées et des citoyens locaux. Et ça marche pour tous les formateurs de l'incubateur. Aujourd'hui, on a une très très belle histoire qui est en train évidemment d'arriver à Lyon. C'est qu'il y a un des premiers accueillis calmes. On a fait une convention de partenariat avec un bailleur social qui s'appelle la SLEA à Lyon. Et il nous a demandé, est-ce que parmi vos anciens accueillis calmes, vous avez des gens qui ont une certaine sensibilité avec les publics difficiles, c'est-à-dire comme des gens qui, par exemple, auraient traversé 3 continents à pied pour arriver jusqu'ici. Ouais, je pense qu'ils ont une sensibilité avec les publics difficiles. Bon, nous, on a des gamins difficiles, mais ils sont mineurs, ils sont entre 16 et 18 ans. Et on voudrait des régulateurs. On voudrait des gens à qui on offre le logement, et en échange, ils vont juste s'assurer qu'à 8h, tout le monde est à l'école, et à 20h, tout le monde est rentré. Et aujourd'hui, on a des anciens accueillis calmes qui sont devenus travailleurs sociaux et qui ont construit le programme avec les bailleurs. Ça, c'est la plus belle des histoires. Parce que, non, c'est pas on aide, c'est on construit ensemble des outils d'innovation sociale. Voilà. Merci à vous trois. Je crois qu'on aura bien compris que toutes les bonnes... gardez-le, parce qu'on va transmettre le micro. On aura bien compris que toutes les bonnes volontés, toutes les bonnes énergies... C'est pas compliqué. Non, mais c'est pas compliqué. On peut à petite échelle faire quelque chose. Et c'est vrai qu'avant de venir, je pense s'engager, quelle que soit l'association, on a peur. Moi, c'est le sentiment un peu que j'ai. Puis quand les gens voient que c'est en fait facile de se mettre derrière la table et de servir des œufs durs, en fait, les gens reviennent, quoi. C'est hyper accessible. On n'a rien de plus que vous, hein. Voilà. Du coup, j'imagine que tous ces propos suscitent questions, interrogations, doutes, désaccords, je ne sais pas, mais faites-en part, le micro va tourner et il est là pour que vous le preniez. Vous savez ce qu'on dit, la première c'est toujours la plus difficile. Bonsoir, merci pour votre exposé. Tout simplement, si vos 3 associations sont très intéressantes, mais voilà, si j'aimerais en avoir une juste à côté de chez moi, ou vraiment par facilité, parce que voilà, les enfants, tout ça, où est-ce que je trouve la liste de ces associations ? Alors, on va dire que je suis très pro-Ville de Paris, mais bon, tant pis, j'y vais, j'assume. Il y a un site qui est très bien, qui s'appelle jemengage.fr. C'est le site de la Ville de Paris, où vous avez une cartographie, où en fait, en vous positionnant, vous verrez des fiches de missions bénévoles, par type de service, par type de public. Donc là, vous allez sur ce site-là et vous trouverez la réponse à vos besoins. Alors, il y a un petit site qui vient de sortir qui s'appelle Google aussi, qui est vachement bien. Et si tu tapes m'engager près de chez moi, migrants, réfugiés, et sur Google Maps, moi c'est comme ça que j'ai trouvé Singa il y a 4 ans. Hein, voilà.
Comme quoi, on en arrive Nous, à on faire veut la bien pub. quelqu'un qui nous fasse un site internet, parce qu'on est juste sur Facebook, et donc il y a plein de gens qui n'ont pas Facebook. Donc si quelqu'un est disponible... Question suivante. Là-bas. Et bonjour. Vous parlez des jeunes mineurs isolés qui ont moins de 18 ans avec qui vous faites des actions, mais on sait que l'aide sociale à l'enfance refuse pas mal de mineurs qui sont pas mineurs et qui se retrouvent du coup dans la rue hors dispositif. Qu'est-ce qu'on fait avec ce phénomène-là? Est-ce qu'il existe des choses? Comment on s'organise? Enfin, je laisse répondre, mais c'est justement, je pense... Alors effectivement, c'est le cas des 128 mineurs. Alors en plus, c'est un sujet vachement compliqué. C'est qu'ils se déclarent mineurs. Je ne suis pas dans le jugement. Hein. Moi, je serai à la rue. J'aurai toutes les stratégies de la Terre pour pouvoir être abrité. Ils se déclarent mineurs. Il y a une première évaluation qui dit qu'ils ne le sont pas. Après, il y a toute la polémique sur les tests osseux qui est extrêmement compliquée. Moi j'insiste là-dessus, c'est que c'est une compétence État. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on dit... alors, la ville de Paris a ouvert énormément de places mineurs isolés. Une fois encore, c'est le même sujet que les SDF à la rue. Hein. On ouvre des places, mais il n'y en a pas à la hauteur des besoins. Simplement, ce n'est pas sa compétence. Donc, c'est à l'État d'assumer ses responsabilités par rapport à ce genre de sujet. Mais c'est un peu un jeu du chat et de la souris. Bien sûr, bien sûr. Mais simplement, pour l'instant, dans le débat politique qui est fait, c'est que c'est en fait la ville de Paris qui a suppléé une défaillance de l'État et qui se prend un peu le sujet comme boomerang à l'heure actuelle. Après, effectivement, pour le mineur qui est à la rue, c'est lui, son problème, c'est d'être hébergé. Donc, ce genre de choses, il faut le remonter. Et il faut que l'État sorte du bois et ouvre les places dont nous avons besoin. Pour les mineurs déminorisés. Pour les mineurs, mais pas que. Pas que. La neige, la semaine dernière, l'État a communiqué sur les 660 places ouvertes en Ile-de-France, qui, entre parenthèses, m'a beaucoup fait amuser, parce que je pensais qu'avec 50 SDF, moi. Donc 660, ils ont déjà reconnu qu'il y en avait plus. Mais les 800 qui étaient au bord du canal Saint-Martin, etc., tout le monde s'en foutait. Vous avez tous vu les images assassines des campements sous la neige. Donc, une fois encore, on a besoin d'un effort à la hauteur du nombre de personnes qui restent à la rue. Mais il y aura, je le dis, il y aura la semaine prochaine, non, cette semaine, alors je compte beaucoup là-dessus, une opération qui va s'appeler la Nuit de la Solidarité, où des salariés, des bénévoles vont compter le nombre de personnes à la rue dans Paris. Au moins, on aura un chiffre. Et ça, quel que soit le public, migrants, mineurs, SDF, parce qu'on ne l'a pas abordé, mais tout ça, ça a provoqué un autre débat, c'est l'opposition des précarités. Un public en chasse un autre, et pendant que on travaillait tous sur les migrants, on s'est tous pris sur nos réseaux, enfin nous on se l'est beaucoup pris, et vous Emmaüs, qu'est-ce que vous faites pour le SDF blanc? Donc on a eu toute une stratégie, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvrait une place migrant, on ouvrait une place traditionnelle, mais là aussi il va falloir qu'on arrive à combattre, les précarités ne s'opposent pas, et un migrant n'a jamais pris les droits, les prestations d'un Français bon teint. C'est le même mythe sur l'emploi, en fait, une vision en stock d'emploi. Ça fait tellement plaisir d'entendre ça. Merci Bruno. Mais j'adore te faire parler. D'autres questions pour la petite histoire, Briançon, il moque en effet ce que vous racontez sur les grands plans pour les naufragés de la route. Et pendant ce temps-là, ils disent on fait rien pour les naufragés de la montagne. Et c'est eux qui accueillent là où aussi il y a une absence de l'État assez effrayante à Briançon. D'autres questions? Vous êtes nombreux, n'ayez pas peur, on a le temps. Moi, j'ai une question. Vous parliez de justement le besoin de l'État de prendre ses responsabilités, d'un besoin de coordination et de communication entre vos associations. Est-ce que vous avez un début de réponse de comment faire pour que les ministères travaillent entre eux? Comment faire pour que du coup cette question soit... Parce que là, la représentation de vos trois structures est absolument géniale et je pense qu'on a tous envie de s'engager encore plus que nous le sommes déjà. Mais est-ce qu'il y a autre chose à faire? C'est une question un peu bête, hein, mais je la pose. Je commence. Plusieurs éléments de réponse.
On n'a pas tous la même histoire associative. Hein, vous l'avez compris, des implications plutôt citoyennes, bénévoles, et plutôt de mon côté avec d'autres associations plutôt opérateurs. Sur ces sujets-là, et c'est là où le sujet fâche un peu, c'est que nous, on sait travailler au sein de nos réseaux. Je pense à ce qu'on appelait avant la FNARS, la Fédération des acteurs de solidarité, je pense au mouvement Emmaüs, et il n'y a pas encore cette passerelle entre les mobilisations citoyennes et les opérateurs. Passerelle qui a existé, si on reprend l'histoire du canal Saint-Martin, cette passerelle existait. Maintenant, on a des combats à mener. Alors, je ne suis pas sûr qu'on gagne tous les combats, mais allez, je me refais plaisir. Mais la fameuse circulaire du 12 décembre du ministre de l'Intérieur, pour ceux qui ne savent pas, il va se passer un truc absolument abject, c'est-à-dire que les centres d'hébergement, mais classiques, hein, qui étaient des lieux de protection, où en fait les personnes avaient un sentiment de sécurité, la police ne pouvait jamais y débarquer, l'État s'arroge le droit de faire envoyer des équipes mobiles au motif de il y a des migrants dehors, on doit les héberger, mais les centres sont embolisés, donc sortons des centres d'hébergement classiques, les sans-papiers. On n'a jamais connu ça. Donc notre action par rapport à ça, c'est d'abord le juridique. C'est-à-dire qu'on fait des recours maintenant, ce qui nous arrivait jamais. On a un recours contre le Conseil d'État, devant le Conseil d'État sur cette circulaire. Et puis pour tout vous dire, aujourd'hui j'étais à une réunion Emmaüs France où on commence à se poser la question de l'interpellation, mais des interpellations alors non violentes, mais plus musclées. Ce qu'on appelle des résistances, alors ou passives, et qui vont devenir de plus en plus actives. On en parlait, hein, mais il y a eu des opérations avec d'autres grands mouvements associatifs pour lesquels il va peut-être falloir qu'on montre un peu plus les muscles, les dents, je ne sais pas comment qualifier ça, mais c'est vrai que ce n'est pas dans notre histoire. Notre histoire était plutôt une histoire de on a un État qui ne nous comprend pas et on va essayer de le convaincre et de co-construire quelque chose. Ce qu'on a réussi jusqu'à présent. Maintenant, force est de constater, alors plutôt côté intérieur, parce que côté cohésion des territoires, j'ai cru comprendre que M. de Normandie, hier sur RTL, reconnaissait que ce qu'il avait déclaré de 50 SDF était plutôt des milliers de personnes. Je suis content, la raison lui est revenue. Et cette circulaire est d'autant plus importante qu'elle s'intègre à un projet plus global qui est le projet de loi Asile et Immigration, qui est actuellement en discussion, qui a été présenté par le gouvernement en Conseil des ministres et qui va arriver au Parlement, à l'Assemblée nationale. Quel regard vous portez sur ce texte? D'abord, la circulaire, il faut voir comment, la méthode, comment elle a été faite. Moi, c'est la première fois de ma vie que je quitte un ministère sans écouter le ministre. Parce qu'on nous a présenté ce projet en 3 minutes en disant, allez, hop, ça roule, on va débarquer dans vos centres, etc. Deuxième effet de cette circulaire, c'est que les personnes vont avoir la trouille. Et ce qui se passe, pourquoi il y a 800 personnes sur les campements? En règle générale, il y a 2 opérations de mise à l'abri par semaine. Avant la circulaire, on avait en gros 1/3 de refus, 2/3 d'acceptation. Juste au moment de la circulaire, les choses se sont inversées parce que les mecs, ils ont les chocottes. Ils savent que leur risque, c'est de se retrouver sur des aspects de reconduite. Et c'est tout le projet du projet de loi. Le projet de loi, c'est un truc de dingue, hein. C'est-à-dire qu'il y a une... Alors, évidemment, il y a une très bonne communication. C'est-à-dire qu'on va dire qu'on va raccourcir les délais. On va raccourcir les délais, mais on va aussi raccourcir les délais de recours. C'est la première fois que dans le droit français qu'un recours n'aura plus de caractère suspensif. C'est-à-dire que quelqu'un qui sera débouté, son caractère suspensif, on s'en tape. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est débouté, il dépose un recours auprès de la CNDA, voilà. la Cour nationale des demandeurs d'asile. Et c'est suspensif. Pendant ce temps-là, il ne peut pas être expulsé. C'est-à-dire quelqu'un qui fait un recours, parce qu'il estime qu'il ne doit pas être reconduit à la frontière, eh bien, il a le droit de faire son recours, mais il a quand même le droit d'être reconduit à la frontière. Les délais de rétention, on va passer de 45 jours à 90 jours. Donc c'est vrai que nous, associations, on a beaucoup dit,
projet de loi particulièrement déséquilibré et qui va dans le sens coercitif vis-à-vis de migrants. Alors, mon espoir léger, c'est qu'il va y avoir un travail d'amendement parlementaire et pour le coup, la mobilisation des associations, des citoyens, des parlementaires, parce qu'on voit bien qu'il y a une majorité, alors je ne dis pas qu'elle se fissure, hein, elle se fendille sur le sujet, mais à titre d'exemple, il y a 10 députés En Marche ce week-end qui ont dénoncé l'orientation de cette loi et qui veulent la faire pencher la balance sur un sens plus équilibré. Je vais pas vous parler du projet de loi parce qu'on ne se prononce pas sur les projets de loi, surtout qu'on en a eu la substantifique moelle, mais on n'a a priori pas tout eu. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit sur un point, c'est que on répond pas aux questions clés. C'est-à-dire que pour nous, la question, c'est pas tant rallonger les délais, raccourcir les délais, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire entre-temps. Parce qu'en fait, si on dit les délais sont trop longs, alors on raccourcit. Et là, on dit comment ? En 3 mois, c'est plié. La décision en appel, maintenant, c'est seulement en 1 mois, c'est plié. Mais en fait, c'est encore plus violent. Alors, je croyais qu'il fallait raccourcir. Pourquoi ? En fait, il faut rallonger. Il y a des choses qui sont possibles et qui vont être discutées, on espère, à l'Assemblée. Moi, je suis plutôt le facteur des bonnes nouvelles. Hein. C'est par exemple la possibilité pour les demandeurs d'asile de pouvoir travailler. Il y a des députés qui parlent de ça, mais ça, c'est fondamental. Parce qu'en fait, pourquoi on dit que la procédure est trop longue ? Parce que tant que la procédure dure, on est isolé, on rencontre aucun Français, on n'apprend pas la langue, on est précarisé, on n'a aucun moyen d'avoir des revenus. Donc pour nous, la question, plus que de savoir est-ce qu'il faut réduire ou pas les délais, c'est savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire pendant ces délais-là. Et c'est là-dessus que les actions citoyennes, elles ont aussi leur mot à dire. C'est là-dessus que quand Change.org publie une pétition sur le sujet ou autre, ça fait partie des rares éléments sur lesquels on va éventuellement prendre la parole. Voilà. Oui, il y avait une question. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour vos interventions, très intéressantes. Et je voulais savoir si, au-delà du cadre national, vous disposiez d'un interlocuteur européen, quelqu'un qui pourrait, ou du moins un réseau européen d'associations. Alors nous, on est présents dans 6 pays, donc Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, et au Québec aussi, donc ça fait 7, dans 12 villes. Je ne sais pas si ça répond à ta question. On essaye d'avoir un embryon de coordination, mais entre un Singa comme Singa France, qui est le fondateur, qui a des programmes qui roulent, qui tournent, avec des centaines, des milliers de personnes qu'on croise chaque jour dans les différentes villes, et un programme naissant, comme au Royaume-Uni ou en Italie, qui viennent de se monter, il y a des grosses différences. Donc avant d'avoir des programmes européens pleinement coordonnés, il va encore se passer du temps. Alors Emmaüs est présent au niveau international par une structure qui s'appelle Emmaüs International, qui est présente dans 40 pays. Beaucoup d'initiatives là-dessus. La position du mouvement Emmaüs, c'est la défense de l'article 13 des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit en fait qu'il n'y a pas de frontières. Alors le grand slogan, c'est des ponts et pas des murs. Donc effectivement, il y a une présence auprès des organismes internationaux, notamment auprès de la Commission européenne. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas sûr qu'on soit très entendu. 2, alors là, c'est ma position, et surtout ne la prenez pas comme la position du mouvement Emmaüs. J'aimerais tellement qu'on en soit encore à l'article 13, à la liberté de circulation. Là, pour l'instant, on en est plutôt à comment faire pour que les mecs qui sont chez nous ne soient pas renvoyés manu militari dans le pays de première arrivée, si c'est dubliné. Voilà. Donc, j'ai une légère réserve par ça, parce que franchement, mon sujet d'inquiétude, c'est le retour. Rappel. En fait, la réponse est dans la question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le ministère de l'Intérieur est le ministère compétent, cette compétence régalienne revient aux États. Donc toute forme de coordination européenne va porter sur des choses
de toute façon, qui ne régleront pas les problèmes si les différents États membres décident que c'est au ministère de l'Intérieur respectif de régler les choses. Puisque le ministère de l'Intérieur, c'est celui qui se fait le moins dicter aussi son comportement par l'Europe. C'est juste une question de subsidiarité. Voilà. Et dubliné, pour ceux qui ne sauraient pas ce que veut dire ce terme qu'on emploie souvent, c'est l'action de renvoyer dans le pays d'entrée dans l'Union européenne où on a laissé ses empreintes. 60% des... 60% des arrivées à l'heure actuelle sont des personnes dublinées, pays responsables, si je ne dis pas de bêtises, 10% Allemagne, 60% Italie et 15% Europe du Nord. Hein, et là aussi, enfin, imaginons l'histoire de l'Italie quand même, ce qui est une vraie hypocrisie. Les mecs, ils arrivent ou les femmes, pardon, les personnes arrivent par les parcours que vous connaissez, ils débarquent en Italie, ne font que déposer leurs empreintes. Et nous, ils arrivent par des milliers, et nous, on dit, parce que on n'a pas le courage de les accueillir, on dit on va les renvoyer aux Italiens. Mais c'est absurde. Je ne vois pas comment l'Italie peut traiter toutes les arrivées, et pour le coup, il y a une vraie hypocrisie européenne. C'est que là aussi, il n'y a pas de construction européenne sur ce sujet-là. En plus, je le dis parce qu'il y a beaucoup de choses sur le sujet dubliné. On dit le dubliné, il doit déposer la demande d'asile dans le pays. Mais ce n'est pas vrai. Il peut aussi la demander. L'État français peut décider que la demande d'asile sera quand même traitée en France. Donc voilà. Donc on est vraiment... C'est un cas infiniment rare. Oui, mais on pourrait. Le droit peut évoluer. On pourrait avoir un impact politique sur ce sujet-là. Et ça prouve bien que la balance est encore dans le sens du retour. Et pendant ce temps-là, les gens qui sont dublinés sont hors radar. Alors, les gens qui sont dublinés sont hors sol. Ça explique aussi pourquoi justement tout tourne. Et alors, ça explique, maintenant ils ont compris, ils savent les risques, ça explique pourquoi ils restent dans les rues ou pourquoi ils restent dans des centres d'hébergement où il ne va rien se passer. Ils n'auront pas un copec, on ne travaillera pas leur intégration, ils seront dans un centre dans l'attente qu'il se passe quelque chose. Est-ce qu'il y a... Oui, une question là. Oui, je voulais juste savoir si l'hébergement qui est organisé par Calm était ouvert aux réfugiés non statutaires autant que statutaires ou s'il y avait un... Alors, il y a un certain nombre d'associations, et on est en lien avec elles, qui font des hébergements de courte durée. Ces hébergements de courte durée sont organisés pour être évidemment ouverts aux demandeurs d'asile le temps de la procédure. Le principe de Calm, c'est qu'on veut du long terme. C'est entre 3 mois et 1 an. Donc on est obligé, parce qu'on a une convention avec la délégation interministérielle à l'habitat et à l'accès au logement, de prendre des réfugiés statutaires, parce que sinon les accueillants se retrouvent dans l'illégalité au cas où les accueillis reçoivent une obligation de quitter le territoire français. Et du coup, c'est ça ce qui serait le délit de solidarité dont on parle souvent, ou ça en ferait partie? Les associations qui sont agréées pour cela et qui essayent de s'organiser, et il y en a quand même un certain nombre qui font des belles choses là-dessus, font en sorte d'avoir aussi des protocoles d'hébergement relativement brefs pour ne pas exposer les accueillants à ce genre de risque. Okay. Merci beaucoup. Bonsoir. Est-ce que vous avez, vous avez besoin des bénévoles? Traduction ou bénévole alimentaire ou quelque chose comme ça. Vous demandez s'il y a besoin de bénévoles traducteurs? Yes, ah oui. Yes, Ah bah oui. Specifically English. Moi je redis, on a besoin de bénévoles, on a besoin de dons, on a besoin de denrées alimentaires. Alors les langues, et de traducteurs. Les langues. Yes. Les langues. Quelle langue vous parlez? I'm agree with you. English, French and English. Français et anglais? Anglais. Alors, English better than French. Et allemand? Oui, c'est vrai qu'on a pas mal nous qui parlent No, allemand ou italien. No allemand. No. Spanish, English, French, Arabic.
If you are interested, I'm here. And Benevol Ok, as on est well intéressé. for Sur les langues food and parlées, something like that. sur les langues parlées, ce dont on a besoin, évidemment, anglais, arabe littéraire, dari, pashtun et tigrinya. Hein, c'est vraiment les langues, notamment les. Dedans, il y a des langues afghanes, mais c'est vraiment parce que je ne l'ai pas dit. Sur les arrivées, pardon, 90% d'hommes seuls, 50% d'Afghanistan, 30% du Soudan et le reste c'est Somalie, Érythrée et Pakistan. Les arrivées à l'heure actuelle. C'est essentiellement l'Afghanistan à l'heure actuelle. Alors ça dépend des saisons, hein, mais alors non mais après ce que je dis c'est sur Paris. C'est sur Paris. Après, je méconnais les arrivées, par exemple, d'Albanais, qui arrivent beaucoup sur l'Est de la France. Les chiffres que je vous donne, c'est vraiment la situation. Alors, Oui, pas de Libyens, pas de Syriens. Voilà, on est surtout sur Afghanistan et Corne de l'Afrique majoritairement. Et les chiffres de l'OFPRA qu'on avait eu au début du mois de janvier considèrent les demandes d'asile officielles et c'est pas forcément la totalité des arrivées. Ouais, alors et en plus il y a une histoire de stock. Hein. De stock. Ouais, c'est-à-dire que en fait il y a le traitement des stocks donc ça fausse les statistiques. Maintenant, alors c'est intéressant de parler des chiffres de l'OFPRA parce que la reconnaissance d'asile est évidemment en fonction du pays d'origine et du récit de vie à l'OFPRA. Globalement, Afghanistan, c'est 80% de reconnaissance d'asile. Soudan, ça doit être 60%. Et après, on chute sur des niveaux du genre 30%. Hein. À Briançon, c'est 60% de Guinéens. Et ils sont à peu près tous recalés. On peut arrêter s'il n'y a pas de questions de dernière minute. Et puis de toute façon, on reste encore un peu là. Donc si vous voulez profiter de nos intervenants pour des discussions plus bilatérales, libre à vous. Voilà, merci en tout cas de votre attention et bonne fin de soirée.